voyez toute la journée. L'acanthomme à cellules claires, vous voyez 5 par année, vous le connaissez moins bien que le névus jonctionnel que vous voyez 1000 fois par jour. Donc vous connaissez toujours mieux ce que vous voyez tous les jours. Et si on part de ce principe-là, on peut classifier les névus que vous voyez chez vos patients. Tous les névus bénins vont être dans ce schéma. Vous n'allez pas avoir un névus bénin qui a une tête différente. C'est vraiment l'exception. Et repassez votre dernière consultation de hier ou d'avant-hier, les névus que vous avez vus sur le dermatoscope, vous les reconnaissez, vous dites, tiens, oui, chez monsieur Untel, j'ai vu ça. Oui, bien sûr, chez madame Mustruc, j'ai vu ça. Hein? Ah, chez l'enfant, oui, j'ai vu ça. Ça, c'est des patrons bénins de névus, basés sur une classification dermoscopique. Et on va voir un par un. Vous retrouvez toujours les mêmes. Il y a soit l'aspect homogène, l'aspect réticulaire et l'aspect globulaire. Ça, c'est les grandes formes. Homogène, réticulaire, globulaire. Tout le reste, c'est des combinaisons et des variations de ce thème. Donc, une fois que vous avez l'aspect réticulaire, parfois c'est un petit peu déchiqueté avec des zones sans structure entre. En règle générale, c'est des névus réticulaires. Chez les gens entre 40 et 50, 60 ans, ils sont souvent comme ça. Après, vous avez une combinaison entre réticulaire et homogène. Donc, vous êtes homogène au centre, réticulaire en périphérie. Classiquement, c'est le névus composé avec une petite composante dermique. Cet aspect homogène peut être soit hyperpigmenté, soit hypopigmenté. Quand il est hyperpigmenté, très souvent, il y a une activité jonctionnelle superficielle, c'est foncé. Quand c'est clair, soit qu'il y a une composante dermique, soit justement il y a une zone sans structure au centre. Donc ça, c'est pour cette combinaison-là. Après, vous avez l'aspect globulaire que vous connaissez des névus composés d'architecture congénitale. Et après, il y a entre le réticulaire et le globulaire, il y a une combinaison. Ça, vous le voyez assez souvent chez les enfants, chez les adultes, chez les jeunes adultes. Ceux-là sont plus difficiles. Ça, c'est pour les avancés parce qu'on peut y avoir deux patrons différents. Donc, un réticulaire et un globulaire. Ça peut être soit une collision, soit des névus qui sont comme ça. Et là, à composantes multiples, attention, là peut se cacher un mélanome. Donc ça, c'est le seul qu'on peut voir. En lésion, on s'inquiète toujours, soit qu'on fait une surveillance, soit qu'on enlève. Là, il faut beaucoup d'expérience pour cela. Et après, il y a toute cette catégorie des lésions avec des globules périphériques qui peuvent être tout simples, réticulaires au centre, globulaires en périphérie, ça peut être homogène au centre, ça peut être globulaire en périphérie, homogène au centre, mais simplement, c'est des lésions qui grandissent. Et l'autre, c'est plutôt névus de Reed, névus de Spitz, avec de multiples stries en périphérie. Donc, ça, vous allez voir à gogo dans votre pratique. Vous y pensez même pas, vous posez le dermatoscope, vous dites, ah, c'est bon. Le patient vous dit, mais docteur, comment vous savez si rapidement? Parce que vous en avez eu des tonnes, vous avez vu des tonnes. Et vous savez que ça ne peut pas être un mélanome. Dès que le réseau est joli, on ne peut pas avoir de mélanome. Donc, on appelle ça l'analyse des patrons. Vous avez un aspect réticulaire, c'est un névus jonctionnel, avec des variantes du thème, avec poil, sans poil, avec canaux pseudo-épars. Chaque fois, ça reste un aspect réticulaire. L'aspect réticulaire, diffuse network pattern, névus jonctionnel à côté. C'est juste des engrammes. À la fin de la journée, vous en avez vu. La même chose, on peut y avoir quelques structures, mais il y a toujours du réseau, pas d'interruption, c'est un névus bénin. Après, vous avez ceux qui ont un aspect réticulaire, mais avec des zones sans structure entre. Et ça, classiquement, c'est l'adulte entre 40 et 55 ans, où vous avez des zones sans structure, un réseau, ça s'arrête, un réseau, ça s'arrête. On appelle ça patchy network. Complètement bénin, souvent les débutants enlèvent ça, mais l'architecture reste très homogène à travers de la lésion. Une autre lésion, réseau, ça s'arrête, c'est homogène, c'est pas cicatriciel, c'est pas plus clair que la lésion qui l'entoure. C'est pas plus clair que la peau avoisinante. Réseau, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Et là, je suis sûr que vous avez toujours tous vu ça dans votre consultation. Après, la combinaison avec l'aspect réticulaire en périphérie et la zone sans structure ou hypopigmentée, pas dépigmentée, au centre.
C'est un petit névus composé avec une composante dermique au centre qui n'est pas plus claire que la peau normale. Elle est brun clair, vous avez le réseau en périphérie homogène au centre, patron bénin, très symétrique. La même chose, aspect réticulaire en périphérie, aspect homogène, pas plus clair que la peau avoisinante, c'est vraiment couleur chair. Cliniquement, souvent, ils sont un tout petit peu en relief au centre, lésion bénigne. On peut avoir la même chose avec une réticulation périphérique et une structure homogène, mais hyper pigmentée, pas hypopigmentée, hyper pigmentée. Centre, vous avez la réticulation en périphérie, ça devient homogène au centre et hyper pigmenté. Souvent, c'est des petits névus jonctionnels qui ont ça. Et très souvent, chez les névus jonctionnels, vous pouvez prendre un petit peu de tégaderme ou n'importe quel sparadrap et arracher la couche cornée. À ce moment-là, vous voyez de nouveau le réseau qui est en dessous. Très souvent, c'est des hyperpigmentations superficielles de la couche cornée. Comme ça. Donc là, vous avez la réticulation en périphérie. Là, ça devient tellement foncé, on appelle ça une tache d'encre, tellement foncé que vous ne voyez rien en dessous. C'est un petit névus jonctionnel. Déjà, cliniquement, vous voyez que c'est un petit peu mat. Ça ne brille pas. Et si vous prenez un petit tape, un petit n'importe quel sparadrap, vous arrachez 3-4 fois, vous arrachez cette masse de couche cornée et vous voyez de nouveau, vous avez un petit réseau en dessous. Après, il y a des névus qui ont envie de grandir. En règle générale, c'est ceux qui ont justement des globules en périphérie. Dès qu'il y a une couronne de globules, c'est bon. Dès qu'il y en a plusieurs, ça pousse plus vite. Et dès qu'il y a ça, c'est soit un ride, soit un spitz pigmenté. Soit l'un, soit l'autre. Mais ceux-là ont tous envie de grandir. Ça, vous avez justement un névus avec un réseau des zones hypopigmentées, aspect réticulaire et couronne de globules périphériques. C'est un névus qui grandit. Ça, c'est un ride pigmenté avec de multiples pseudopodes et un courant radiaire en périphérie. C'est une région qui aussi grandit rapidement. Maintenant, si vous avez cet aspect-là chez quelqu'un de 15 ans, vous faites quoi? Chez quelqu'un de 15 ans, on laisse, vous le laissez. Chez quelqu'un qui est 95 ans, voilà. Et à partir de quand on enlève? Adulte. À partir de quand est-ce que quelqu'un est vieux? Oups, j'aurais pas dû poser la question. Voilà, c'était la bonne raison. Donc, il y a une étude qui dit qu'il y a des gens qui ont examiné ça, qui ont regardé à partir de quand est-ce que je dois m'inquiéter d'une lésion avec des globules périphériques. Et il faut que vous soyez très fort là. À partir de 40 ans, vous avez beaucoup plus de possibilités que ça soit, je dirais, méchant, que ça soit bénin. Donc, jusqu'à 30, 35 ans, pas de souci. Vous pouvez renvoyer le patient à la maison, vous allez savoir que ça va grandir gentiment et symétriquement. À partir de 40 ans, en tout cas, faites un monitoring, parce que s'il y a un changement d'architecture au centre, c'est pas bon. Et à partir de 50, vous l'enlevez, parce que ça, chez quelqu'un qui a plus que 50 ans, il y a beaucoup plus de probabilité que c'est un mélanome. Donc, chez quelqu'un de jeune, aucun souci. Les structures homogènes, il y a 3 types. Il y a le brun homogène standard, qu'on trouve souvent dans les névus congénitaux, de toute taille. L'hypopigmenté, qui est moins foncé, c'est des névus chez les phototypes clairs. Et ceux-là sont difficiles parce que vous avez quasiment toujours seulement l'aspect vasculaire. Vous voyez rien d'autre, vous voyez que des vaisseaux. Et après, l'aspect homogène bleuâtre, c'est le névus bleu que vous connaissez tous. Ça, c'est donc un névus hypopigmenté. On voit que des vaisseaux qui sont assez réguliers. Ça joue un rôle. Et puis ça, c'était l'aspect homogène, je dirais ici, chez les phototypes clairs. Et parfois, sans contact, vous voyez bien les vaisseaux, et autrement, vous posez de l'hématoscope, vous n'avez quasiment rien. Quel rôle joue le phototype? Est-ce que le phototype a une influence sur les névus? Oui, lequel? Ah. Zalaudek et compagnie, ils ont regardé exactement quel type de dermoscopie on retrouve en fonction du type de peau. Et ils ont vu que là, vous avez le type de peau 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la lésion avec l'hypopigmentation centrale, ça veut dire ceux qui sont clairs au centre. Et en augmentant le phototype, on trouve de moins en moins ceux-là. Par contre, ceux avec une hyperpigmentation centrale, chez les phototypes 1, c'est très rare. Par contre, chez les phototypes 4, ils sont quasiment tous comme ça.
Donc le phototype joue un rôle très important sur l'aspect des névis. Après, la coloration générale, brun clair, donc phototype 1, 2, 3, 4. Phototype 1, vous avez surtout le brun clair et ça diminue avec le phototype. La coloration brun foncé, vous ne l'avez quasiment pas chez les phototypes 1. Ça augmente 2, 3, 4 et 4, vous avez plus que la moitié sont comme ça. Donc là, vous avez les phototypes clairs, les phototypes plus foncés. Dans les phototypes clairs, vous allez plutôt avoir ce type de névus. Soit que ceux qui sont homogènes, soit que ceux qui sont hypopigmentés avec réticulation périphérique. Et chez les phototypes foncés, vous allez plutôt avoir ça. Soit le névus jonctionnel activé, soit ça, c'est plus foncé. Alors il faut se méfier comme la peste si c'est l'inverse. Si chez quelqu'un d'un phototype clair, vous voyez ça, méfiez-vous. Pourquoi doit-il avoir une augmentation de l'activité mélanocytaire, notamment si c'est dans une seule lésion? Et l'inverse, si lui a une lésion comme ça, méfiez-vous. La pretest probability qui a un mélanome est très faible, mais simplement des lésions hypopigmentées chez ces gens-là n'ont rien à voir. Donc c'est important. Après, il y a l'aspect réticulaire et globulaire, la réticulation en périphérie, les globules au centre, comme vous le voyez ici, réticulation en périphérie, globules au centre. La même chose, réticulation en périphérie, globules au centre, névus bénin. L'aspect globulaire, purement globulaire, un névus composé de globules, tout plein, c'est évident, dans votre cas, tout plein de globules, que des globules, architecture globulaire, ceux-là sont faciles. Est-ce qu'il y a une influence de l'âge sur les graines de beauté? Oui, lequel? Ok, l'évolution. Donc, de nouveau, il y a 2 articles à ce sujet-là qui étaient publiés en 2006. Ça veut dire que c'est des gens qui ont regardé l'aspect dermoscopique en fonction de l'âge. Et ce qu'ils ont vu, c'est que là, vous avez des gens en dessous de 12 ans, c'est la barre noire, et en dessus de 12 ans, c'est la barre grise. Et vous voyez que l'aspect réticulaire, vous avez que chez les gens adultes. Chez les enfants, vous avez surtout l'aspect globulaire. Ok, vous trouvez l'aspect globulaire chez des enfants qui ont chez des gens qui ont plus que 12 ans. Oui, mais quand même, globulaire, c'est beaucoup plus chez les jeunes, chez les enfants, et réticulaire chez les adultes. Ça, c'est un enfant, beaucoup de grains de beauté déjà, et si on les regarde, ils sont quasiment tous globulaires. Si vous examinez, si vous avez une activité de dermatologie pédiatrique, c'est quasiment que des lésions globulaires. Celui-là, un de nos patients, j'appelle toujours un de mes patients pédiatriques, parce que mes patients ont un âge un petit peu plus avancé que ça. Si vous regardez ces névus, ils sont non seulement pas beaux, mais simplement, ils sont tous réticulaires. Chez lui, vous allez quasiment que trouver des lésions réticulaires, et vous allez être même étonné de trouver un qui est globulaire. Ça vous étonne. Localisation et névus. Est-ce que la localisation a une influence sur les névus? Oui. Donc, vous allez voir. On est là. Donc, ça, on a vu. Et puis, localisation, vous voyez qu'il y a un aspect très particulier du scalp. Les névus du scalp ont un aspect, on va venir là-dessus avec le deuxième topo, ont un aspect dermoscopique très, 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 très clair. Après, les lésions des extrémités et aussi du torse, mais simplement surtout les extrémités, ils sont réticulaires. Et celles qui sont sur le torse, sur le tronc, sont plutôt globulaires, indépendant de l'âge. Vous allez voir, regardez les bras, c'est très rare d'avoir une lésion globulaire sur les bras. Et le tronc, vous pouvez avoir beaucoup de lésions réticulaires, certes, mais quand même le tronc, c'est plutôt, chez les enfants notamment, c'est des lésions qui sont globulaires. Très différent. Pourquoi c'est le cas? Si on regarde ça, il y a aussi une différence au niveau du visage, parce que l'anatomie est différente. Pour mes plantes, l'anatomie est différente, et l'angle. Tout ça, c'est des névus, mais dû simplement à l'anatomie et à la localisation et à un aspect dermoscopique différent. Pourquoi c'est le cas? Il y a des gens qui disent il y a 2 types de grains de beauté. Il y a ceux qui sont congénitales et ceux qui sont acquis. Ceux qui sont congénitales viennent quelque part de la crête neurale. Mais il y a l'évidence récente qu'il y a 2 voies de migration de la crête neurale dans la peau. Il y a une migration dorsale et ventrale.
Celles qui font une migration dorsale, c'est un modèle, je dirais, de poulet, où ça a été démontré, et c'est clair et net. Ceux qui ont une voie de migration dorsale de la crête neurale dans la peau, ont plutôt une localisation superficielle, ça veut dire qu'ils vont avoir un aspect plutôt réticulaire. Et ceux qui font une migration ventrale de la crête neurale dans la peau, dans la phase embryonale, ont une localisation profonde, ça veut dire qu'on aura plutôt les globules. Et après, il y a justement les lésions acquises qui dérivent des stem cells, des cellules souches. Ceux-là ont en règle générale une mutation BRAF et ceux-là ont plutôt une mutation c-KIT-c-MET-NRAS. Et ça, c'est évident, c'était prouvé il y a peu de temps. Et ça, c'est des voies de migration. Ça, c'est la route dorsolatérale, la crête neurale et la route dorsolatérale et la route, justement, la route plus superficielle qui va plus dans les extrémités. Après, c'est les deux qui nous manquent encore. C'est donc l'aspect, il y a deux composantes, l'aspect globulaire et l'aspect réticulaire. Vous les trouvez, ceux-là, mais c'est déjà plus rare. Et vous passez déjà un petit peu plus de temps dessus si vous voyez ça chez vos patients. Réticulaire, globulaire dans cette partie-là, névus bénin. Et maintenant, c'est ceux qui sont à composantes multiples, qui sont à mon avis difficiles, et vous ne perdez rien si vous les enlevez. Il faut avoir les nerfs vraiment solides pour les laisser, notamment ce type-là. Donc vous avez une réticulation, une zone homogène et un aspect globulaire. Et là, il y a aussi le réseau qui est assez élargi. C'est un névus bénin, mais là, minimum monitoring. La même chose, une zone homogène, une zone réticulaire et un aspect globulaire dans cette partie-là. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc ceux-là, on peut facilement les enlever, on ne perd rien. Donc pourquoi c'est important de connaître ces patrons bénins que vous voyez tous les jours? Vous les voyez tous les jours. Et dans votre pratique, si vous voyez un de ceux-là, vous passez tout de suite au suivant. Par contre, si vous voyez quelque chose qui n'entre pas dans ces critères que je viens de vous montrer, c'est là où il faut faire très attention. Donc, la belle et la bête, ça c'est les patrons que je vous ai montrés tout à l'heure. Dès que vous les voyez, ça c'est à composante multiple, là on met une croix dessus, c'est pour les avancer. Si j'ai ça, c'est bon. Par contre, si j'ai ça, c'est pas bon. Ça c'est la belle, et ça c'est la bête. Donc il y a un patron réticulaire, mais avec un élargissement justement des mailles du réseau. Ici c'est la même chose, patchy reticular, ça veut dire la réticulation avec zone homogène, et dès qu'il y a ça, c'est pas bon. C'est la bête. Ça, c'est la belle. Ça, c'est la bête. Une hypopigmentation. S'il n'est pas au centre, s'il est en périphérie, c'est pas bon. Ici, vous avez la belle et la bête. L'hyperpigmentation excentrique, en dehors du centre, en périphérie de la lésion, c'est pas bon. La même chose, structure homogène, parfait. Simplement, ça, c'est pas bon. Et ainsi de suite. Dès qu'il y a des globules, points et globules irréguliers, distribution irrégulière, taille irrégulière dans la lésion, c'est, jusqu'à preuve du contraire, un mélanome. Aspect globulaire, globule irrégulier de couleur, de taille, de forme irrégulière, jusqu'à preuve du contraire, un mélanome. À composantes multiples, aussi associé à des structures homogènes. Dès qu'il y a ça, c'est pas bon non plus. Donc, si vous connaissez les patrons bénins, vous êtes couverts, parce que tout ce qui sort, vous pouvez facilement l'enlever. Quels sont les critères spécifiques du mélanome? Parce qu'il faut les connaître aussi, c'est le réseau pigmenté atypique. C'est des stries, surtout des stries irréguliers. Le réseau pigmenté inversé, c'est les structures en cristalline, des shiny white streaks. C'est des points et globules irréguliers. C'est l'hyperpigmentation excentrique en périphérie. C'est des structures en périphérie qui sont couleur chair, couleur de la peau, plus que 25% de la surface de la lésion. C'est des structures blanc-bleu, surtout liées à des parties en relief de la lésion, la régression et l'aspect vasculaire atypique. Qu'est-ce que je fais avec mes lésions? Dès que j'ai un patron de pigmentation bénin, ce qui est défini par l'absence de patron de pigmentation maligne, vous pouvez rassurer le patient. Dès qu'il y a une variation des patrons bénins et présence de critères de mélanome, bien sûr, vous faites une biopsie. Et pour rappel, il y a des critères de mélanome ici. Après, dès que vous avez un patron bénin, mais pas de critères de mélanome, un critère de mélanome, mais pas très flagrant, vous pouvez faire une surveillance, soit une biopsie. S'il y a une variation du patron bénin, mais pas de critères de mélanome, vous pouvez faire une surveillance
ou une biopsie? Parce que c'est important. Et il y a aussi plein d'autres facteurs qui influencent votre décision de biopsie en dehors de votre forme journalière. Si vous venez de louper un diagnostic de mélanome, pendant 6 mois, vous allez faire plus de biopsies qu'avant. Sûr. Votre forme journalière, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que votre partenaire a été gentil avec vous? Est-ce que vous avez pris un bon petit déjeuner? Est-ce que votre assistante a été sympa? Il y a plein de facteurs qui influencent, qui font partie. Est-ce que vous avez d'autres choses dans la tête? Donc, un des facteurs en dehors de la dermoscopie, c'est est-ce que c'est une lésion nouvelle ou une lésion qui s'est modifiée? Est-ce que c'est un petit vilain canard, dermoscopiquement ou cliniquement? Est-ce que c'est pas le bon type? C'est un patron de pigmentation bénin, mais ce n'est pas le bon endroit. Donc, un névus foncé sur une peau claire, un névus clair sur une peau foncée, un spitz globulaire chez l'adulte. On peut l'avoir chez l'enfant, mais chez l'adulte, c'est inhabituel. Donc, il y a quelque chose qui a l'air bénin, mais ça ne va pas dans le contexte. Après, il y a le type de peau. La peau claire est toujours plus à risque. Il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment, les gens à peau claire, il faut les approcher différemment. Et la peau foncée, en règle générale, est beaucoup plus facile à diagnostiquer parce que le pigment est beaucoup mieux visible. Donc, on va terminer avec un premier quiz où je vous laisse juste lever la main. Vous avez cette lésion-là chez un patient. Alors, il y a 3 options. Ration 1, rassurer le patient. Surveillance dermoscopique ou biopsie. Qui va rassurer le patient? Qui va faire une surveillance? Qui l'enlève? La plupart enlèvent. OK. Donc, je vous dis maintenant, je vous donne plus d'informations. Ça, c'est la lésion tout à l'heure. Vous avez voté tout à l'heure sur cette lésion-là. Ça, c'est les autres lésions du même patient. OK? Maintenant, je vais vous poser la même question. Même lésion, hein? On parle de celle-là. Mais avec cette information en plus, vous allez faire quoi? Rassurer, surveiller, biopsie. Qui rassure? Déjà plus qui rassure. Qui fait une surveillance? OK. Et qui enlève? OK. Moitié-moitié. Maintenant, je vous montre, c'est l'eau de la patiente. C'est cette lésion-là. C'est cette lésion-là, et à l'intervalle de 5 ans. Donc, il faut se dire, ça, c'est un petit peu plus rapproché. Elle paraît plus grand parce que c'est un plan plus rapproché. Hein. Ce n'est pas exactement le même facteur de grossissement. C'est pour ça que ça paraît plus grand, mais la région, elle est stable sur 5 ans. Elle n'a pas évolué dans 5 ans. Vous faites quoi? Qui rassure? Qui fait une surveillance dermoscopique? Et qui l'enlève? OK. Changer de peau, c'est une bonne option. La patiente m'a demandé, mais je vais l'envoyer chez vous. Vous me donnez vos coordonnées, parce que moi, je ne sais pas le faire. Donc, c'était enlevé sur demande de patiente, et on sait que c'est un névus bénin. Mais vous avez vu cette image, cet exemple vous a illustré qu'en dehors du contexte dermoscopique, il y a plein d'autres facteurs qui doivent influencer vos décisions, notamment le contexte de la patiente. Et ça, c'était ma première présentation pour ce matin. Ça, je vais vous le mettre à disposition parce que je pense que c'est vraiment très important. Si vous avez ça en tête, je pense que c'est vraiment très, très important. On revient au podcast que je vais vous montrer tout à l'heure parce que tout ça, vous avez sous forme de podcast, disponible soit chez YouTube, soit chez iTunes. Sur iTunes, vous avez tous ceux-là. Il y a maintenant 60 podcasts. Vous allez simplement sur iTunes, vous insérez International Dermoscopy Society ou IDS ou Dermoscopy et vous allez tomber sur un channel qui s'appelle Dermoscopy Podcasts. Vous reconnaissez le logo du sponsor. C'est devenu possible grâce au soutien de La Roche-Posay. Et sur YouTube, la même chose. Vous entrez en YouTube, vous entrez Dermoscopy en anglais, IDS, et vous tombez sur 60 vidéos sur les ongles. Vous avez tout cet aspect-là. Là, c'est par exemple une vidéo de Luc Thomas sur les ongles. Et ça, c'est moi en train de skier. Non, c'est pas vrai. Je vous ai menti. Hein. Je ne serais pas là. Je serais pas vivant si je devais skier cette pente-là. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez, on est entre nous. Non. Pas de questions. Sinon, je suis là aussi dans les pauses. Il n'y a pas de souci. Ne vous gênez pas.
Ne vous gênez surtout pas. On va passer tout de suite à la présentation suivante. Et ça concerne des cas interactifs. Maintenant, il faut bien se réveiller parce que c'est des révisions de l'année dernière pour ceux qui étaient présents et pour aussi les nouveaux. Donc, ça fera un petit récap sur la région palmoplantaire. Donc, professeur Brans a déjà briefé le sujet concernant la pigmentation qui varie en fonction de la localisation. Donc, alors, ça sera des questions-réponses. Hein. C'est plus dans l'interactivité. Donc, on peut baisser la lumière, s'il vous plaît. Et j'invite Dr Sori, qui est une des résidentes les plus expérimentées en dermoscopie. Elle a fait presque toute sa carrière là-dessus. Les sujets de thèse, tous les articles publiés, toutes les communications en international et aussi le mémoire de fin de spécialité, ça sera